Bienvenue à Mon Ciné Balado, épisode de spécial Francis Ford Coppola et Megalopolis. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau, Jean-François Breton et un invité spécial qu'on va introduire dans quelques instants, mais je vais juste préciser je pense que c'est une première qu'on fait ça. Vu l'importance, je pense, du film Megalopolis, qu'on aime ou on n'aime pas, Coppola, et surtout de Coppola, on a décidé d'inviter un expert pour venir nous en parler. Oui. André Caron, bonjour. Oui. Bonjour. Qu'on peut te présenter comme enseignant en cinéma. OK, allons-y dans l'ordre. D'abord, j'ai commencé par écrire à Mediafilm et à Séquence dans les années 80, la revue Séquence, pour lequel la revue Séquence, j'ai fait plusieurs études sur Coppola, en particulier le triptyque des Godfather, sur les 3 fins d'Apocalypse Now. J'ai écrit la critique de Bram Stoker's Dracula, Tucker aussi. Donc, il m'a accompagné pendant mes années d'études, parce que même à Concordia, j'avais fait une étude sur One from the Heart. J'étais d'ailleurs un des premiers à le faire, parce que le film est sorti, comme vous savez, beaucoup plus tard. Il n'y a pas eu de distribution officielle et on l'avait vu à l'époque au Cinéma 5 à Montréal. Et donc, j'avais fait mon étude dans un cours de Film Studies à Concordia en 83. Donc, vraiment, tout de suite, comme le film était sorti, et j'avais appelé ça la caméra Cupidon de Francis Coppola. C'est beau, hein? Ben, écoute, moi, si je peux me faire une parenthèse, j'ai vu Les Parrains une fois. J'ai vu Megalopolis. Je pense que j'ai écouté Tétro à m'amener, mais j'en ai pas de souvenir. Dracula, t'as jamais vu? J'ai vu Dracula, c'est vrai. Mais comme toutes les autres, non. Apocalypse Now non plus. Oui, t'as raison. J'ai vu. C'est lui qui a fait ça. Non, non, mais tu sais, Apocalypse Now... Mais c'est des films que j'ai vus une fois à 18-19 ans quand on découvre le cinéma. Il faut que t'écoutes ça. Puis là, Platoon, Apocalypse, on avait écouté une couple de films de guerre de Vietnam et tout. Puis... Mais après ça, je suis loin d'être un spécialiste de Coppola. Mais il faut se rendre compte, j'en ai déjà parlé de Godfather en ondes pour le 50e anniversaire. Puis il faut se rappeler que ces films-là, quand ils sortaient en salle, ils restaient à l'affiche pendant des mois et des mois. Et on oublie ça, mais tu retournais voir le film parce que tu n'avais pas d'autre façon de voir le film que de le voir en salle. Donc ça, c'était bien important. Moi, j'étais trop jeune quand le film est sorti en 72 pour le voir en salle. Je me souviens de l'avoir vu à TVA. C'est TVA qui l'avait passé. Puis à l'époque, c'était Télémétropole. Bon, puis ici à Québec, c'était Télé 4. Puis le film passait mal à la télévision à l'époque à cause du format puis du NTSC qui avait presque pas de définition. C'était tout noir. Tu voyais presque rien. C'était vraiment pas terrible. Puis il avait été sûrement comme un peu choppé au format carré. Non, parce que c'est un film 85. Ça fait que il n'y avait pas beaucoup de pertes à ce mais niveau-là. Il y avait des coupures pour les pubs. Puis tout, c'est sûr. Puis là, l'autre affaire, c'est que ça, j'ai vu ça aussi au Cinéma 5. Tu vois, beaucoup de ma culture cinématographique vient du cinéma de répertoire. Ici, on avait le Quartier à l'époque, le Quartier qui a précédé le Clap là, dans les années 70, qui était en fait là où est le cinéma Quartier, mais au premier étage. Puis c'était une espèce d'ancienne église reconstituée, tout ça. Et j'ai vu les Godfather là. Je les ai vus ensuite à Montréal au cinéma 5, qui était un grand cinéma de répertoire. Il y avait le Séville aussi qui passait des films comme Apocalypse Now. Mais Apocalypse Now, je l'ai vu au Palace, dans le temps qu'il y avait des salles ici, pas au Palace, à Place Québec. Oui. Et je me souviens de l'impact que ce film-là avait eu parce que le public sortait pas. J'avais jamais vu ça, voir un film où on est tellement estomaqué que le générique déroulait, puis tout le monde restait assis. OK, pour digérer le film. Quand le film s'est terminé, nous autres, on était assis en avant, on s'est levés, puis le monde est encore là à parler. J'ai jamais vu ça, même pas dans un festival. Fait que c'était l'impact de ce film-là. Et puis après, je l'ai revu en IMAX. Et quand tu le revois en IMAX, Apocalypse Now Redux, ben là, tu te rends compte de l'impact de le voir sur un tel écran, restauré dans ce format-là. C'était une redécouverte. Puis en plus, le film a 40 minutes de plus, donc c'est sûr que c'est un autre film. Et là, je vais juste dire ça rapidement, mais c'est vraiment un des problèmes de Coppola dans les récentes années. C'est cette idée de remonter continuellement tous ces films, en particulier One from the Heart, qui a saboté le début du film en coupant le long take qu'il y avait au début dans les nouvelles copies de One from the Heart. Alors, remarque, j'ai pas vu le 4K, peut-être qu'il l'a laissé tranquille. Là. Mais il a fait ça aussi pour The Cotton Club. Il a remonté beaucoup The Outsiders en aussi. Parallèle de Cotton Club, The Outsiders. Fait que là, à un moment donné, tu te dis,
laisse donc tes films tranquilles. Et je pense que ça annonce ce que je vais dire sur Megalopolis. D'accord, avant d'y Il venir. n'y a pas Ridley Scott qui fait ça aussi beaucoup, d'avoir des director's cut tout le temps, puis des versions longues. La différence avec Ridley Scott, c'est que quand il a fini un film, il a fini. Okay. Il ne revient plus des années après. La seule différence, c'est Blade Runner. Okay. C'est la seule exception. Mais tu vois, comme la raison pour laquelle il a sorti, par exemple, Kingdom of Heaven une deuxième fois, c'est que là, ce film-là avait 1 heure de plus. Fait que là, c'est pas rien qu'un remontage, c'est carrément un autre film. Puis c'est la même chose avec le Napoléon, là, dont j'ai pas vu la version longue, là, mais en tout cas, c'est une autre histoire de parler de Ridley Scott. Donc, moi, un autre épisode. Oui. Revenir au début, qui est contextualiser justement l'importance de Francis Ford Coppola dans le cinéma américain, pour nous aider à comprendre justement cette folie de grandeur-là qui est Megalopolis. Peux-tu nous en glisser un mot? Quel impact il y a eu en arrivant à Hollywood à un si jeune âge? Ce qu'on oublie, c'est qu'il a 60 ans d'expérience de carrière à Hollywood. Mais avant de commencer à Hollywood, il a commencé à l'école Roger Corman. C'est là qu'il a fait ses premières œuvres, dont Dementia, qui est peut-être le plus connu des 5 premiers films qu'il a fait. Ensuite, il s'est décroché un contrat avec MGM où il a fait Finian's Rainbow. Non, c'est Warner Brothers. Il a fait Finian's Rainbow, qui est une comédie musicale. Puis tu sais, c'était à la fin des années 60, fait que tu es dans le déclin des comédies musicales puis des super productions, justement, comme toutes celles que MGM faisait, qui se cassaient la gueule vers la fin des années 60, alors qu'un film comme Easy Rider, qui sortait en 66, faisait un canon, un film qui a coûté à peu près 200 000 $, puis ça a fait au-dessus de 50 millions à l'époque. The Graduate aussi, on était dans un peu le nouveau cinéma américain là, qui s'installait. Oui, puis tout de suite après Finian's Rainbow, il va faire Rain People. Puis Rain People, c'est vraiment le début de son association avec George Lucas, qui a tourné un documentaire sur ce film-là. Et c'est grâce à cette relation-là qu'il va commencer à faire des petits films sous la bannière American Zoetrope. Et quand il commence American Zoetrope, d'ailleurs, Zoetrope, c'est quand même intéressant parce que c'est le mouvement de la vie. C'est ça que ça veut dire, Zoetrope. C'est le mouvement qui reconstitue la vie. Puis c'est une espèce de carrousel avec des fentes dedans. Mm-hmm. Et ça devient l'emblème de Coppola. Alors, il va tourner THX 1138, produire le film de George Lucas, son premier film. Ensuite, il va faire American Graffiti. Et pour financer tous ces projets-là, parce qu'il y avait aussi Carol Ballard qui tournait autour de lui, il y avait aussi, comment il s'appelle, le réalisateur de Conan, là, John Milius. John Milius, qui était aussi dans ce... qui d'ailleurs est à l'origine d'Apocalypse Nord. Oui, c'est ça. En fait, ça, c'était la gang aussi de San Francisco. Ben oui, c'était des gens qui étaient hors Hollywood, qui voulaient changer le système américain, le studio, le cinéma de grand studio. Là. Fait que c'était déjà des hippies dans leur temps. Carrément. Puis vous savez tous l'histoire que quand il essayait de financer ça, là, il n'y avait plus vraiment les moyens de financer ces films-là. Et puis, il ne voulait pas faire The Godfather. Puis George Lucas, il a dit, ben là, regarde, on est en banqueroute, rien que pour le cachet, fais-les. Puis finalement, non seulement c'est une chance, mais il a redéfini le cinéma de gangsters comme personne d'autre avant lui. Il a donné une nouvelle lecture, tu sais, cette idée-là de la famiglia, le Centennial, qu'on va retrouver dans Godfather 3. Alors, c'est déjà placé dès la scène d'ouverture dans Le Parrain. Et ensuite, là, il va faire 4 chefs-d'œuvre. Il va faire Le Parrain, ensuite La Conversation. Et là, il commence à faire ce qu'il fait pour ses autres films. C'est-à-dire que la minute qu'il fait de l'argent avec un film, il prend tout cet argent-là puis il le réinvestit dans le prochain. Fait que La Conversation, c'est un film indépendant, mais c'est un film extraordinaire parce que c'est le pendant sonore de Blow Up d'Antonioni. C'est la même idée, mais au lieu d'être visuel avec une photo qui agrandit la conversation. Fait que, c'est avec Gene Hackman. C'est avec Gene Hackman et c'est surtout monté par Walter Murch qui va devenir son collaborateur prédestiné parce qu'il a travaillé sur Godfather, il a travaillé sur THX, il a travaillé sur American Graffiti. C'est lui, Walter Murch, qui a inventé le terme sound design. Okay. Ça n'existait pas avant. Fait que quand même, puis d'ailleurs, même dans Apocalypse Nord, c'est pas marqué sound design, s'il faut regarder le générique, c'est marqué sound montage. Ouais. Fait que c'est quand même intéressant parce qu'après, Ben Burtt va s'approprier le titre sound design sur Star Wars, mais en fait, Walter Murch le précède là-dedans. Et c'est lui qui est responsable du montage, de la construction
narrative de conversation. Parce qu'il a pris l'analyse de la conversation qui était en un seul bloc dans le scénario de Coppola, puis il l'a coupé en 3. Puis le fait de faire ça, puis de le répartir dans le film, ça sous-tend toute l'architecture dramatique du film. Fait que c'est vraiment une idée de montage. Et c'est lui qui a travaillé tout le son, etc. Donc, déjà là, tu as la base de ce qui s'en vient quand ils vont faire Godfather 2 après. Puis Godfather 2 va financer Apocalypse Now. Fait que, et Godfather 2 est une des seules suites qui surclasse le modèle. Parce que le film part dans 2 directions différentes. Tu sais, Godfather, c'est assez linéaire en termes de temps. Il y a le parallèle en Italie, mais ça reste dans la même ligne chronologique. Tandis que Godfather 2 prend 2 lignes différentes qui s'opposent au temps du premier parrain. Fait que ça avec dans les 2 sens, parce que tu pars de 59 puis tu retournes dans le temps en 1900. Ce qui est un peu la question aujourd'hui de toutes les franchises. On fait-tu un prequel ou on fait une suite? Ben lui, il a fait les deux en même temps. C'est génial, tu sais. Bon, puis là, après Apocalypse Now, et ensuite, après Apocalypse Now, là, il fait une erreur. Dans le fond, une erreur de producteur. Pas une erreur créative, mais une erreur de producteur. C'est-à-dire qu'il prend tout cet argent-là puis il réinvestit dans One from the Heart, un projet risqué, qui coûte plus cher qu'Apocalypse Now. Quand vous pensez à ça... C'est quoi One from the Heart? C'est une romance? Ou... One from the Heart, c'est une relecture de la comédie romantique placée dans le contexte artificiel du 4 juillet, de la fête du 4 juillet à Los Angeles, à Las Vegas. Et là, il recrée en studio une bonne partie de la ville de Las Vegas. Ben, il a l'air d'aimer ça, recréer en studio. Et avec Kubrick, c'est un des premiers cinéastes à donner une signification esthétique à la Steadicam. Déjà, Kubrick, dans Shining, on sait qu'est-ce qu'il a réussi à accomplir avec cette caméra-là dans l'hôtel, dans le labyrinthe, les parallèles, tout ça. Mais là, Coppola fait ça avec la Steadicam. C'est pour ça que j'appelais ça la caméra Cupidon. Le plan d'ouverture est extraordinaire parce que ça part sur une grue, puis ça descend vers la rue principale à Las Vegas. Le caméraman descend de la grue avec la Steadicam et s'en va dans un magasin où Terry Garr fait la vitrine. Puis il rentre, il passe par la vitrine, il se rend jusqu'en arrière-boutique pour terminer sur un miroir fondu enchaîné avec l'autre personnage. C'est un plan magnifique que je vous disais tantôt, Coppola a saboté en rééditant le film en leur montage. Et qu'est-ce qui a justifié ce changement-là? Il l'a-tu expliqué? Il disait que c'était mieux de ne pas faire le parallèle de même, qu'il voulait venir plus tôt sur Hank, le personnage, le gars dans le couple, là, qui est interprété par Frédéric Forrest. Et donc, cette romance-là, l'artificialité de cette romance-là est contrecarrée par l'esthétique du film. Parce qu'en bout de ligne, tu reviens à l'amour, mais tu reviens à un amour qui est plus véritable quand toutes les lumières se sont éteintes et que l'artifice est disparu. Alors, c'est un très, très beau film qui, comme je vous dis, n'était pas sorti parce que les critiques étaient tellement mauvaises qu'ils n'ont même pas voulu sortir le film. Il n'y a pas eu de diffusion aux États-Unis. Et ensuite, il s'est mis à circuler en 16 mm. Et moi, la copie que j'ai vue au Cinéma 5, c'était en 16 mm. Fait que ça donne même pas une bonne idée de ce qu'est le film. Je l'ai vraiment découvert dans sa forme parfaite quand je l'ai eu en DVD dans les années 2000. Fait que mais avant, tu sais, c'était comme... T'avais comme l'image, le fantôme d'un film en devenir quand tu le regardais, mais les couleurs étaient déjà là, mais il manquait tout le brillant puis le brio, tu sais, de ça. Je sais pas si je te coupe, mais là, il a dû perdre financièrement tous ses avoirs à ce moment-là. Il a tout perdu pratiquement. Puis là, pour se revirer de bord, il a fait deux livres deux romans de S.E. Hinton, The Outsiders, puis Rumblefish. Puis malgré tout ça, en termes de créativité, il faut penser que One from the Heart est aussi très, très important parce que c'est le début du cinéma électronique. Sony lui avait prêté tous les équipements dont il avait besoin pour tourner ce film-là. Puis c'était le premier à faire un montage vidéo avant de terminer le film. Ça fait qu'il était capable, pendant que le film se tournait, d'avoir déjà une idée des scènes, de l'enchaînement. S'il manquait des plans, il pouvait les retourner tout de suite. C'était le début de ça. Et à partir de ces expérimentations, George Lucas a inventé Edit Droid. Puis Edit Droid, au début des années 80,
c'était vraiment des laserdiscs, les gros laserdiscs de 12 pouces. Moi, j'ai vu une démonstration de ça à l'ONF. Oui. Puis c'était fou parce que, écoute, tu avais plusieurs machines, puis c'était contrôlé par un ordinateur. Fait qu'il voulait telle scène, puis là, c'est la machine qui allait chercher la scène sur le disque, puis il pouvait l'éditer tout de suite. Fait que c'est l'ancêtre, en fait, de tout ce qu'on connaît aujourd'hui avec Final Cut, puis Premiere et Adobe Premiere et tout ça. Ça vient d'Edit Droid. Et George Lucas a vendu les droits de ça à IBM, pas à IBM, mais à Microsoft et Apple, puis ben, c'est ça qui c'est devenu les deux embranchements ensuite. Donc, tout ça vient de Coppola. Puis cette expérimentation-là, si je recule dans le temps, ça vient de Jerry Lewis. Ah oui? Parce que Jerry Lewis est un des premiers à avoir tourné avec des caméras assistées par vidéo. Il mettait à côté de la caméra une vidéo. Ça a été repris par Kubrick sur Orange Mécanique. Puis Coppola a perfectionné la méthode sur One from the Heart, qui est devenu Edit Droid, qui est devenu... Vous voyez? Donc, l'importance de Coppola va au-delà de juste les films qu'il a fait. C'est l'importance dans l'industrie, puis la vision qu'il a eue, qui a changé le cinéma des années 80-90. Fait que quand il fait The Outsider et Rumblefish, c'est deux films en porte-à-faux. C'est deux films opposés. Outsider est en 70 mm Technicolor. Moi, je l'avais vu à l'Impérial. C'est assez renversant comme présentation, même si le film est un peu caïn-caïn dans son histoire. Mais Rumblefish, aïe, noir et blanc, puis t'as juste les poissons qui sont en couleur dans le film. Parce que le personnage principal, qui est joué par Mickey Rourke, il est daltonien. Fait qu'il voit pas les couleurs. Fait que le film est en corrélation avec le personnage. Et la seule affaire qu'il voit en couleur, c'est les Rumblefish. OK. c'est quand même... Et le film est remarquable aussi à cause de la musique de Stuart Copeland, qui était dans The Police. C'était la première bande sonore. Stuart, c'était-tu le drummer de Police? Oui. Stuart Copeland, c'était le drummer, le rythmetiste. Il s'appelait The Rhythmetist. Okay. Et cette bande sonore-là, même aujourd'hui, est extraordinaire à écouter. Le noir et blanc, la façon dont il utilise les ralentis. Donc, il était dans une effervescence créative qui a commencé à tomber quand son fils est décédé en 86. Et là, il a fait Gardens of Stone, qui est un film sur le pilote automatique, complètement neutre, chant contre chant, pas de mise en scène. Quand tu vois ce film-là, après avoir vu les chefs-d'œuvre précédents, ça te met à terre. Tu es aussi atterré que lui par la mort de son fils. Et ensuite, il fait Peggy Sue, qui est un petit peu plus relevé, mais encore là, moi, je trouve que c'est un film qui est une fantaisie un peu ratée. Et c'est juste avec Tucker qui reprend d'une heure de la guerre, produit par George Lucas en 88. Et Tucker, c'est un parallèle entre un inventeur de génie qui n'arrive pas à faire sa place dans l'industrie automobile, qui est un parallèle avec Coppola, qui a de la misère à faire sa place dans l'industrie hollywoodienne. Puis d'ailleurs, il y a une scène assez hallucinante où tu vois toutes les pièces de la voiture sur une table, puis ils sont en train de les assembler comme tu assembles un film en faisant du montage. Alors, il y a beaucoup d'inventivité et d'énergie dans ce film-là. Puis c'est très personnel parce qu'il a même tourné dans sa maison, pas loin de Skywalker Ranch. Une grosse maison familiale. C'est la maison du personnage Tucker qui est joué par Jeff Bridges. Enfin, c'est vraiment un film qui le relance. Et là, il va faire... Et c'est là que l'histoire de Megalopolis commence à arriver, parce qu'il va faire The Godfather 3 avec la promesse de réaliser Megalopolis après. Son but à lui, c'est de faire ce film-là qu'il considère comme un film de commande qui n'est pas nécessaire, mais il travaille quand même pas mal dessus, à mon avis. Dans la continuité. Vous savez qu'il a utilisé pour Godfather 3 les mêmes caméras, exactement les mêmes caméras que Godfather 1 et 2. OK. Puis c'est des caméras, ces caméras-là, les Mitchell, c'est des caméras en fonte, ça pèse une tonne, ça prenait 3-4 personnes pour les déplacer. Mais sauf là, on est quoi? On est 20 ans plus tard, quasiment? Oui, 15 ans plus tard. Okay. 15 ans plus tard, de 74 à 90. Ils ont tourné en 89. Et donc, là, ce film-là, qui est en continuité, qui fonctionne, qui est quand même un bon film, ne fait pas autant d'argent qu'il aurait voulu. Il pensait qu'il allait faire plus d'argent avec ce film-là. Et là, il est obligé de se rabattre sur une autre commande, qui est Dracula. Alors, il ne fait pas Megalopolis. Et là, pour la petite histoire... Je pensais pas que Dracula était une commande. Je pensais que c'était un film de cœur. Non, c'est vraiment une commande. C'est vraiment une commande. C'est une commande pour se relever
du fait que Godfather 3 n'a pas autant performé qu'il aurait fallu qu'il performe par rapport à son budget, évidemment. Là. C'est toujours ça le rapport de force. Est-ce que même quand c'est des commandes un peu comme ça, c'est quand même Zoetrope qui est produit ou il va faire complètement la job pour un autre studio? Ben, c'est la demande du studio. Donc, dans ce cas-là, c'est Tristar Sony. C'est une commande du studio, mais il produit sous sa bannière pareil. Okay. Puis, ça ne veut pas dire qu'il ne s'investit pas dans le film, parce qu'au contraire, il s'est totalement investi dans cette relecture de Dracula. Moi, j'avais des bémols là, en partant quand je l'ai vu, ne serait-ce qu'il n'aurait pas dû appeler ça Bram Stoker Dracula, parce qu'ils ont trahi l'esprit du roman en faisant une espèce de romance qui n'existe pas du tout dans le roman. Okay. Comme ils vont trahir après Frankenstein, mais ça, j'en ai beaucoup parlé dans mon livre, j'en parlais pas. Mais dans le cas donc, après Godfather, moi, pendant qu'il est en train de préparer Godfather 3, je suis à Séquence, la revue Séquence. Et le directeur de la revue, M. Bonneville, il cherche toujours des projets. Puis là, j'ai dit, moi, je veux faire un livre sur la méthode Coppola, comment il tourne. Puis je vais faire ça pendant qu'il tourne Megalopolis, parce que c'était ce qui était annoncé. La méthode de travail, le cinéma électronique, tout ça, c'était vraiment captivant. Puis je me suis dit, c'est génial de m'en aller à Los Angeles. J'avais pas 30 ans encore. Fait que je pense que même à cette époque-là, ils pensaient d'utiliser Montréal. J'avais lu ça à un moment donné. Oui, peut-être. Les tourner à studios, Montréal. C'est ça, parce que c'était moins cher. Les incitatifs économiques étaient là. Faut pas oublier qu'on se relevait de la grosse crise de 87-88. En tout cas, donc, je prépare cette idée-là de livre, puis là, il dit, OK, on va aller voir Denis Vaugeois. Souvenez-vous, c'est qui Denis Vaugeois? Non, c'est l'ancien ministre péquiste de la Culture, sous René Lévesque. Okay. Et lui, il y a une maison d'édition. D'ailleurs, je pense qu'il y a une de ses librairies qui est sur Mégoire, ici à Québec. Et donc, on va voir Denis Vaugeois, imaginez. Et là, Vaugeois, il tripe sur mon idée. Il me signe un contrat. Il dit, si jamais tu t'en vas le faire, tout ça, moi, je te publie, c'est certain. Fait que j'avais un contrat de publication. Wow. Mais il a fait Dracula, maudit. Fait que je suis pas allé. Mais en fait, j'aurais dû, parce que finalement... T'aurais pu courir Dracula. Oui. Fait que donc, Dracula, quand c'est sorti, on était un peu mitigés par rapport au film, tout ça, mais avec les années, et c'est là que c'est important, quand un film résiste au temps, comme Dracula, qui résiste aux époques, puis tu le revois 10 ans après, puis le film est meilleur, c'est comme un bon vin qui a pris de la maturité. Ben là, tu te dis, OK, je vais peut-être passer à côté de quelque chose. Puis finalement, ça fait partie des chefs-d'œuvre. Moi, je considère qu'il a fait 5 chefs-d'œuvre, Francis Ford Coppola. Celui-là, les deux Godfather, Conversation, puis Apocalypse Now. Et tu vois, c'est assez autour des années 70, sauf pour Bram Stoker Dracula. Ouais. Mais après ça dégénère, ça se gâte. Il va faire Jack, entre autres, qui est un film totalement oubliable. Ça devait être un film de commande. Moi, je suis né en 86, fait que j'étais dans ces années-là de Jack. C'est quoi, 93, 14, j'imagine? Ouais, 96. Bon, 96. C'est ça. Fait qu'à 10 ans, là, on louait ça au club vidéo. C'est ça. Puis il y avait Rainmaker aussi, qui est un des premiers films de Matt Damon. Puis c'est tous des films qui sont corrects, mais qui sont facilement oubliables, qui n'ont pas marqué personne. Puis surtout ensuite, qu'on ne s'attend pas que ce soit lui qui est fait. Non, c'est Jack, ça. Là, c'est ça. Puis dans les années 2000, il devient chef du studio Tristar, Sony, Columbia. Je ne me rappelle pas de ça. Pendant une courte période, il a repris en main un film, d'ailleurs, à cette époque-là. Comment que ça s'appelait? Donc, c'était un film de science-fiction, mais qui était tellement pas bon, là. Puis il l'aurait pris en main pour essayer de le sauver. Ça n'a pas marché. Et il a été finalement... il a été limogé par le conseil d'administration. Ah ouais. Et finalement, là, il est retourné à ses amours, le vin. Il a fait énormément d'argent avec son vignoble. D'ailleurs, des vins extraordinaires. En Californie, j'imagine? Oui, dans la vallée de Napa Valley, c'est ça. Et il fait des vins. Moi, j'en ai acheté plusieurs de ces bouteilles. Là, il y a entre autres le Rubicon, là, qui est un vin rouge extraordinaire. Mais ça coûte 60$. Okay. Mais c'est un vin de 60$ là, quand tu prends. Puis quand tu vas là, des fois, il était là, puis il faisait des dégustations avec les gens qui y allaient. Fait que c'est vraiment un très, très grand passionné. Puis on peut le considérer aussi comme le Godfather de plusieurs réalisateurs. Ouais. Et donc, sa famille créative est très, très, très importante, ce qui fait que
il décide, dans les années 2000, de prendre les revenus. Vous voyez, encore le même pattern. Il prend les revenus de son vignoble, puis il commence à faire des petits films comme Youth Without Youth. Ensuite, il va faire Tetro et ensuite Twix. Avec Twix qui a d'ailleurs été remonté récemment. Encore une fois, il a encore remonté le film. Mais c'est des films qui sont assez expérimentaux et qui sont bourrés de références. Okay. Tetro, par exemple, il y a des références à The Red Shoes de Michael Powell. Red Shoes, un chef-d'œuvre en soi, là, de 1947. C'est trop vieux pour moi. Là, c'est extraordinaire. C'est un film en couleur, c'est un film de ballerine, puis les souliers prennent vie pratiquement, puis il l'entraîne vers sa mort. Mais c'est un film poétique, c'est un chef-d'œuvre, c'est un des films préférés de Martin Scorsese. Donc, c'est vraiment à voir, là, ceux qui veulent voir. Puis il est disponible sur Criterion Channel et sur l'étiquette Criterion. La restauration est fantastique. Alors, ça vaut la peine. Donc, Tetro, c'est une référence à ça. Fait que là, les références commencent à être justement très, très, très repoussées dans le temps pour les cinéphiles. Ce qui fait que là, on arrive à Megalopolis et où se situe ce film-là maintenant? Parce que là, ça faisait combien d'années qu'il n'y avait pas eu de film depuis... ça fait depuis 2011. OK. Donc, 15 ans quasiment. Là, ouais. C'est ça. C'est long. Puis ça fait plusieurs fois qu'il essayait de monter Megalopolis. Il l'a essayé au début des années 90. Il a réessayé au début des années 2000. Ça n'a pas marché non plus. Le film s'est effondré à la fin des années 2010. Parce que le moment où on a entendu parler là, qu'il le finançait puis qu'il y allait, ça fait pas si longtemps. Ça fait 3 ans. 3 ans, ouais. Ça s'est passé quand même vite. Là. Ouais. Ça s'est passé vite, puis il y a déjà eu énormément de problèmes. Il a commencé par licencier toute l'équipe d'effets spéciaux. Oui, c'est vrai. Il faut dire qu'aussi, il a vendu son vignoble pour financer son film quand même. Fait que là, t'achètes plus de vin de son vignoble, André? C'est ça. Puis là, en plus, tu sais, sa femme est décédée pendant le tournage. Ce qui n'aide pas non plus, là, ça doit être difficile. Ça fait qu'il y a toutes ces affaires-là, puis il est quand même rendu à 85 ans. C'est quand même remarquable. Il est justement dans la mouvance de gens comme Ridley Scott, puis Clint Eastwood, puis Scorsese, c'est ça. Mais même Antonioni à l'époque, tu sais, qui était rendu à 88, je pense. Ouais. Denis Arcand, 83. Tu sais, donc, dans ces mouvances, c'est signé John Huston. John Huston, le dernier film qu'il a fait en 86, ça s'appelle The Dead. Tu sais, il était en chaise roulante avec une tank à oxygène. À un moment donné, ces gens-là meurent quand ils arrêtent de faire des films. André Forcier, finalement, aussi. Bergman, c'est pareil, le dernier film qu'il a fait, Sarabande, tout de suite après, il est décédé. Eastwood, la bande-annonce là, de son nouveau sortie. Oui, c'est ça, 93, tu sais, fait que... Bon, je pense que c'est Manuel de Oliveira qui c'est le record. Il était rendu à 107 ans. Les assistants devaient travailler quand même pas mal sur le plateau. Moi, j'ai l'impression. Il devait avoir des assistants médicaux aussi autour de lui. Ça devait être quelque chose. Mais bon, alors ça vous donne une idée. Donc, il faut, quand on va voir un film comme ça, il faut se mettre dans cet état d'esprit-là. On va voir un film qui est un peu hors du temps, qui est un film... qui se veut aussi intemporel, qui essaye de situer le monde actuel dans une espèce de fantasmagorie. Alors, il s'est inspiré d'éléments de la Rome antique en plus pour créer son intrigue. Il était vraiment fasciné par toute la chute de l'Empire romain. Donc... Mais ça, c'est pas quelque chose qu'il avait abordé avant, vraiment, à ce moment-là. Les films plus péplum puis ces affaires-là. Pas dans la forme, mais quand même dans les thématiques de film. Il parle beaucoup de chute d'empire, de personnages plus grands que nature. Mais oui. Peu, c'est ça. Dans les parrains, il y a ça. Il y a ça dans Apocalypse Now aussi. Il y a toujours un aspect quand même mythologique. Il essaye de faire ça avec Bram Stoker en créant le contexte de Vlad l'Empaleur, en le greffant de façon beaucoup plus précise que les œuvres précédentes. Fait que il y a toujours cette ambition-là. Mais quand je parle de films vraiment là, hors du temps, là, c'est un peu comme Brasil de Terry Gilliam ou des films comme ça que tu regardes, mais que c'est juste soit plusieurs années plus tard que là, tu te dis « Ah, OK, c'est vers là que ça s'en allait. » Brasil, c'est vraiment un film hors du temps. Quand il est sorti en 85, le film de Terry Gilliam, à quoi tu te raccroches pour être capable d'entrer dans cet univers-là? Et c'est
plus tard, je pense que le film a été redécouvert, ça n'a pas vraiment marché à l'époque, mais plus tard, tu le redécouvres, puis là, tu te dis, aïe, quel film. C'est un peu aussi comme... je regardais, je suis beaucoup plusieurs de critiques là, sur Facebook là, qui parlent du film, puis ça se défonce pas mal sur le film de ce temps-là. Ouais. Puis il y a Marco de Blois de la Cinémathèque qui dit quelque chose d'intéressant. Il dit que c'est un film grotesque, Mégalopolis. Mais là, grotesque dans le sens baroque du terme, un peu comme Mr. Arkadine d'Orson Welles est un film grotesque. Quand tu regardes ce film-là aujourd'hui, c'est un film qui a été tourné en... On ne sait pas trop quand ça a été tourné, là, c'est dans les années 50, mais exactement quand. Il a étiré le tournage sur 3 ans. Mais le film est sorti autour de 54-55, Mr. Arkadine. Il y a 3 titres différents. Mais c'est un film que tu regardes aujourd'hui, tu te dis, quelle sorte de bébite que c'est ça. C'est vraiment un film étonnant pour ça. En fait, comme tous les films de Wells après Magnificent Amberson, là, ils sont tous un peu décrochés. Fait qu'il faut vraiment, je pense, l'inscrire là-dedans pour essayer de l'appréhender, ce film-là, puis de le comprendre un peu. Puis, OK. Fait que là, on est-tu rendu à s'attaquer à Mégalopolis? OK. Ouais, allons-y. Fait que si on est rendu là, première chose, résumons rapidement l'histoire, OK? Ouais. Juste résumer l'histoire, c'est quelque chose. Oui, j'espère que tu as préparé quelque chose, parce que si tu me dis ça à la volée, moi, je serais pas capable de le faire. Écoutez bien ça. Donc, un richissime architecte, qui est César Catilina, veut construire une mégalopole utopique sur les ruines de New Rome. Mais on sait que c'est New York, là. C'est surtout un amalgame, mais c'est surtout New York. Avec les fonds octroyés par le richissime banquier Hamilton Crassus III, aux grandes dames du richissime maire de la ville, Frank Francis Cicero, dont la fille Julie tombe amoureuse de César, dont la femme a disparu il y a 10 ans. Oui. OK? C'est ça le résumé, dans le fond. Fait que là, tout de suite, là, comme tu disais, il y a le lien avec Rome. Parce que Ça, des personnages qui ont existé. C'est ça. Cicéro a existé au temps de César, de César, puis du premier empereur aussi, là, tout de suite après César. Il a vécu à cette époque-là, donc entre 106 et 43 avant Jésus-Christ. Il a été assassiné, il a été décapité, ses mains ont été coupées. C'était bien drôle. Ça, c'est typique de... Puis on a vu sa mort à Cicéro illustrée dans plusieurs films, dont la série Rome. Il était tué par Polo, là, le grand légionnaire. Oui. Et donc, ça vous donne une idée de où c'est qu'il s'en va un peu avec ça, mais ça n'a rien à voir avec le projet dont moi j'avais eu écho dans les années 90. Parce que ce qu'il voulait vraiment faire, c'était de montrer une espèce de parallèle entre, justement, l'Empire romain à son apogée, avec Cicéro, avec les plaidoyers de Cicéro contre Catilina. Parce que Catilina était un consul qui voulait être élu, mais c'est Cicéro qui a été élu à sa place à cause des plaidoyers que Cicéro a fait contre lui. Okay. Et il a même fini par le faire assassiner. Donc, le contexte entre César dans le film et Cicéro, c'est un peu la même rivalité là, qui est montrée. Mais il voulait faire un parallèle entre ça et une célébration de la Saint-Sylvestre au Nouvel An à New York. Donc, montrer l'Empire américain à son apogée, avec l'Empire romain à son apogée, et comment cet architecte-là, durant la Saint-Sylvestre, présente un projet utopique d'une ville. Donc, c'est plus tout à fait la même chose, parce que vous savez que Coppola, sa grande force, c'est le montage parallèle, justement. Okay. Entre autres, Godfather, tu as 5 événements qui se produisent en même temps, dans 5 lieux différents. C'est reproduit aussi à la fin de Godfather 2 et Godfather 3. Et c'est vraiment sa force, là, le montage parallèle. Fait qu'on voit que Mégalopolis s'en allait dans cette direction-là. Et là, le film qu'on a présentement, c'est pas ça du tout, là. C'est une fusion de tout ça dans la même chose. C'est comme s'il avait essayé de faire coexister tout ça en même temps, tout en discutant sur le temps. Parce qu'il y a dans le film, à un moment donné, il y a une litanie sur le temps, tu sais, passer son temps, manquer de temps, perdre son arrêter temps. Le temps. Arrêter le temps. Bon, tu sais, il y a toute une litanie qui est faite par... comment il s'appelle? César Adam Driver? Non, Laurence Fishburne, okay, qui fait le chauffeur de Driver. Ouais. Donc, puis Laurence Fishburne, c'est une chorale grecque. Oui.
carrément, qui justement fait des apartés comme ça à la caméra, puis qui nous parle de César, puis du conflit, puis c'est lui qui fait la litanie sur le temps dans la voiture. Il est en train de parler à César, puis là, il fait toutes les expressions qui ont rapport. Oui, Donc, il y a cette idée-là de fusionner tout ça. En passant, Cicéro est célèbre aussi pour avoir dit, c'est une expression qu'il a dit dans un de ses procès, dans lequel il dit « Quelle époque, quelle mœurs ». Le film pourrait s'appeler comme ça. Mégalopolis pourrait s'appeler de même. Fait que c'est quand même intéressant. Là, les références sont là, les éléments sont là pour apprécier un film d'une certaine façon, mais le problème, c'est qu'est-ce qu'il veut nous dire? Où c'est qu'il s'en va avec ça? C'est ce qui est très cryptique de ce visionnement-là. Je pense que tout le monde sort en faisant « J'ai vu quelque chose de complètement non commun. » Puis... mais je sais pas si c'est super intelligent ou très stupide, finalement. Là, c'est ça. Tu sais, il est en mode... quand je regarde ce film-là, tout de suite, je pense à One from the Heart. À cause de l'artificialité des décors, de la façon dont c'est présenté, l'utilisation de la lumière, la rapidité du montage. C'est quand même assez fluide. La mise en scène est quand même assez fluide. Le montage est rapide. Mais le montage est rapide parce que tu as l'impression qu'il se dit « Je vais couper tout de suite parce que là, il ne comprendra pas si je m'en vais. » Il y a comme une accélération, puis à d'autres moments, ça stagne. Fait que c'est un film assez imparfait, mais qui est vraiment dans ce mode-là. Puis même de Cotton Club, parce que là, on a passé rapidement par-dessus Cotton Club, qui est un autre film assez remarquable. Il est dans ce mode-là aussi en termes de multiplication des personnages. C'est une galerie de personnages comme il y avait dans Cotton Club. Et on est aussi dans le mode un peu artificiel de le sketch qu'il avait fait dans le film New York Stories, qui regrouperait 3 sketchs de Martin Scorsese, Woody Allen et Coppola. Et son sketch s'appelait « Life Without Zoe ». Et encore là, c'est intéressant parce que Zoé, c'est mouvement. Life, mais ça veut dire aussi vie. Fait que puis c'est zotrope. Puis tu sais, t'es encore dans ça. Puis il avait écrit ça avec Sofia Coppola à l'époque, qui avait, je pense, 14 ans, 15 ans. Puis tu regardes ça aujourd'hui, là, c'est imbuvable. C'est pas regardable. C'est vraiment le pire sketch des 3. Celui de Scorsese étant évidemment le meilleur. Mais celui d'Allen étant évidemment le plus drôle. Mais vraiment, celui de Coppola, il n'y a pas d'affaire là. C'est comme ça détonne totalement. Puis c'est juste une esbrouffe. C'est juste une fantaisie lumineuse avec des voiles partout qui revolent. Puis un peu des références à Scarlet Empress de Von Sternberg des années 30. Puis encore là, tu vois, des références de cinéphiles. Puis on le voit quand on l'entend parler. Quand on le voit parler... par exemple, il vient d'aller dans un club vidéo en France où il y a 50 000 DVD, supposément. Oui. Puis là, il sort des films, puis il se met à en parler, puis tout, tu pourrais l'écouter pendant des heures et des heures. Il y a un savoir, mais ce savoir-là peut te nuire quand tu essayes de faire un film. Et là, moi, je pense... Ça doit être pour ça aussi qu'il refait des montages sans cesse de ses films. Là, il y a ça aussi, mais le problème, je pense, c'est que, oui, il expérimente encore, mais là, ça manque de cohérence. Il y a quelque chose qui ne tient pas, où on ne peut pas s'attacher au personnage. Ça crée un problème à ce niveau-là. Et le pire, c'est vraiment Shia LaBeouf, qui est le bouffon de service. Là. C'est sûr que son rôle... Le fou du roi, le fou de l'empereur. Exactement, parce que, tu sais, le personnage qu'il joue s'appelle Claudio. Puis Claudio, c'est une référence à Claudius, donc qui va devenir empereur après Caligula. Puis Claudius avait une déficience mentale. Mais il était quand même très intelligent. Je ne sais pas si vous avez vu la série I, Claudius, la série britannique, produite par la BBC en 13 épisodes. C'était John Hurt qui faisait Caligula et Derek Jacobi qui faisait Claudius. Alors, c'est une série extraordinaire. Puis j'ai reconnu certains éléments de tout ça, ne serait-ce que dans le monologue de Hamlet au début, To Be or Not To Be, qu'il reprend, tu sais, What Dreams May Come est cité dans ce monologue-là. Et j'ai pensé aussi à What Dreams May Come, tu sais, cette idée de garocher des couleurs un peu partout, mais dans quel but? Ouais. J'en reviens un peu à ce problème-là. Moi, je pense que Coppola, quand il a fait ce film-là, il est atteint du syndrome George Lucas. Parce que quand Lucas a fait les trois antépisodes de Star Wars,
il est seul maître à bord. Il n'y a personne qui ose le critiquer. Il n'y a pas comme sur Empire Strikes Back, un scénariste, 2 scénaristes qui disent « Attends une minute, c'est pas une bonne idée. » Fait qu'il écrit exactement ce qu'il veut, il tourne ce qu'il veut, il monte ce qu'il veut, puis ça donne ce que ça donne. Il y a plein de yes-men autour de lui qui font... C'est ça. On fait Ce qui ça. fait Parfait. que il n'y a personne qui est là puis qui dit, tu sais, Padmé, là, dans Revenge of the Sith, là, elle fait juste brailler tout le temps. Arrête de la faire brailler, fais-y faire quelque chose. Ben non, elle braille tout le temps. Fait que tu sors de là complètement atterré, tu sais, par ce rôle féminin-là, qui était déjà diminué dans Revenge, pas dans Revenge, dans Attack of the Clone, parce qu'il passait le temps à se rouler dans les pâquerettes, puis c'était vraiment boring, là. En tout cas, bref, il est atteint de ce syndrome-là, parce que là, il y a de l'argent. Lucas aussi a investi. Pensez à ça, là, les 3 Star Wars, ces 3 antépisodes-là, c'est des films indépendants. C'est des films indépendants qui coûtent 150 millions chaque, là. C'est hallucinant, là, pensez à ça. Des films indépendants au Québec, là, ça coûte 2 millions. 1 million, max. Indépendant, même moins que ça. Une couple de 100 000, je pense. Dépendamment de si tu as quand même des subventions. Des poches. Tu peux être indépendant, mais avoir des subventions pareilles. Puis des crédits d'impôt. Ça aide. Mais lui, Lucas, il a retrouvé chaque scène qu'il a investi dans ses projets, par exemple. Oui, c'est la différence, c'est sûr. Mais avec j'attends Star Wars, de voir la série de jouets Megalopolis. Oui, c'est ça. Non, c'est ça. Il aurait fallu, tu sais, pour Star Wars, il aurait vraiment fallu qu'il fasse exprès pour se casser la gueule à ce point-là, mais non, ça a marché quand même. Sauf que dans le cas de Megalopolis, c'est quand même le même problème. Il investit son argent, il écrit tout seul, il n'y a personne qui va le contredire. Fred Roos, il l'a accompagné, le producteur Fred Roos, il est avec lui depuis The Conversation. Fait qu'il va-tu le contredire? Ça fait 50 ans qu'il tourne avec lui. Il va pas le contredire. D'ailleurs, il est décédé cette année. Là. Fred Roos, ça l'a probablement achevé, là, ce film-là. Puis Coppola, il est comme démiurge sur le film. Là. Mais moi, ce qui est difficile, c'est comment les acteurs font pour se revirer de bord avec des indications comme ça, puis jusqu'à quel point ils les laissent libres d'action sur le plateau aussi. Ça, c'est l'autre élément, parce qu'il vient quand même du théâtre, Coppola. D'ailleurs, je ne sais pas si vous saviez, mais pour certaines représentations IMAX, à Montréal, il y a un acteur tout d'un coup qui arrive sur scène pour répondre à une réplique. Je sais pas c'est quelle scène, mais c'est... je pense que une scène où un journaliste pose une question, puis la question est comme live, posée en direct. Exactement. César répond, il la regarde, puis il y a mais ça sert à quoi encore là? C'est artificiel, c'est théâtral, mais c'est typique parce que Coppola vient du théâtre aussi. C'est sûr, il y avait une troupe de théâtre, il y avait des comédiens qui ont d'ailleurs commencé à jouer dans ses films au début des années 60. Oui, OK, c'est un ramassis d'idées, c'est ça. C'est pour ça que moi, je trouve qu'il a accouché vraiment d'un grand film malade. Je sais pas, dans 10 ans, dans 20 ans, on va être capable vraiment de réévaluer ce film-là. Ouais, comme un peu, comme tu disais, comme Brasil, par exemple. Comme Brasil, comme d'autres, comme Lola Montez. Lola Montez de Max Ophuls, auquel il réfère dans le film durant toute l'espèce de numéro de cirque. Et la chanson là, avec la fille qui se démultiplie, là, c'est une référence directe à Lola Montez de Max Ophuls, qui est un film qui a coûté une fortune, qui n'a pas marché, mais qui c'est un chef-d'œuvre. Tu le regardes aujourd'hui, puis tu peux pas faire autrement. Il fait des mouvements de caméra là-dedans que même aujourd'hui, tu te demandes comment il a fait. Là. Fait que c'est dans cette lignée-là. J'ai pensé beaucoup à Caligula aussi étrange que ça puisse paraître, mais j'ai pensé à Caligula à cause des décors surdimensionnés. Tu sais, il y a quelque chose, il y a une surcharge visuelle dans le film, comme dans Caligula, moins de sexe, là, évidemment. Mais il a toujours été inspiré par l'opéra, et ça sent l'opéra aussi, Megalopolis. On a l'impression de voir un opéra sur scène par moment. Là. Oui, puis là où il avait réussi avec The Godfather Part 3 à la fin, avec l'opéra, Caballeria Rusticana, là, il ne réussit pas, à mon sens. Il ne réussit pas parce que c'est disloqué. En fait, c'est une belle, grande mosaïque disloquée qui repose sur une étrange excentricité. C'est beau, hein? Oui, ça peut ressembler à des phrases qu'ils disent dans le film. Exactement. Puis là, une autre référence, je pense, qui est importante de signaler, c'est Peter Greenaway. Peter Greenaway, c'est d'abord un muséologue, c'est un directeur de musée, qui, dans les années 80, va commencer à faire des films comme The Draftsman Contract, puis surtout, La Tempeste. pour moi, Zoo,
Z and Two Nuts, là, ça fait Z-O-O, donc Zoo. Et plus tard, il va faire The Belly of an Architect. Mais c'est à partir des années 90, milieu des années 90, avec Prospero's Book, puis The Baby of Macon, où là, vraiment, là, il perd le contrôle. Il y a tellement d'affaires sur l'écran, tu regardes ça, tu n'es pas capable de déchiffrer. C'est vraiment indéchiffrable. Puis là, tu te dis, mais là, un instant, la surenchère, la surcharge. Megalopolis est atteint de ce défaut-là. Mais surtout, moi, ce qui me frappe en tant qu'amateur de science-fiction, d'ailleurs, mon dernier livre, c'est sur les robots et les extraterrestres. Donc, en tant qu'amateur de science-fiction, je trouve la vision futuriste, cette utopie, cette ville utopique, je la trouve rétrograde. Écoute, ça me renvoie à Things to Come, qui a été tourné en 1936, basé sur le roman d'H.G. Wells. Okay. Dans lequel il y a une ville futuriste. Et puis, il y a une remarque intéressante à faire à propos de ça. C'est que moi, quand j'étais jeune, à cause du fait qu'il n'y avait pas de vidéo, il n'y avait pas de DVD, il n'y avait pas de plateforme, il n'y avait rien de ça, là, tu découvrais les grands films dans les encyclopédies puis dans les livres de films sur le cinéma. Puis là, tu découvrais des photos puis tu te disais « Oh, wow! » C'est extraordinaire, j'ai hâte de voir ce film-là. T'sais. Puis Things to Come, c'était ça. Tu voyais les photos de la ville, puis les espèces à la métropolis, dans le fond, parce que ça vient de métropolis, tout ça. Mm-hmm. Ces idées-là, des grands buildings, puis tu as des façades toutes blanches, toutes propres, que tu vas retrouver d'ailleurs dans Logan's Run, L'Âge de cristal en français, là, le film de 1976. Puis là, tu as des espèces de passerelles, puis c'est tout lisse, puis c'est tout shiny, puis beau. Puis là, tu vois le film, tu dis « Ah, tabarouette, Things to Come. » Écoute, ça prend 1h30 avant que tu arrives à ça, puis ça dure 10 minutes à la fin dans le film, puis c'est choquant au bout, là. C'est vraiment... Et c'est revenu aussi dans Midnight Special de... le plus récent, là? Jeff Nichols. Ouais, OK. La fin, quand le petit gars commence à voir qu'est-ce qu'il y a dans le futur, la ville ressemble à ça, et ça ressemble aussi à Tomorrowland. Et ça remonte aux expérimentations de Disney à Disneyland, où il avait commencé, il y a toute une série qui avait passé à Disney World dans les années 50, fin des années 50, sur la ville du futur, qui est devenue plus tard Epcot Center à Disney World. Il est dans ce rétro-futurisme-là, et moi, je décroche complètement, parce que là, tu te dis... il me semble, s'il est rendu aussi sophistiqué que ça, il va inventer quelque chose d'autre. Mais à la base, l'autre grave problème, c'est que ce sont les riches qui se gavent de richesses aux dépens des classes qui nous montrent le slum. T'sais. Et là, ça m'a fait penser aussi à ce qui se passe présentement en Égypte et au Koweït, puis en Arabie Saoudite, où ils se mettent à construire des temples puis des villes sur le sable. Même, ils vont créer des espaces d'eau sur le sable dans des formes... ils font la même chose en Égypte. Ils sont en train de construire une ville à côté du Caire. C'est ça, le futur. C'est ça qui est en train de se passer, là. Mais lui, il ne tient pas compte de ça du tout, là. Il est dans sa tête, puis il est dans quelque chose de rétrograde. Il n'est même pas dans l'idée du rétrofitting qu'il y avait dans Blade Runner. Parce que Blade Runner, c'était l'idée de prendre Los Angeles, qui est une ville horizontale, avec New York, qui est une ville verticale, puis les fusionner toutes les deux ensemble pour donner la ville de Los Angeles en 2019 dans Blade Runner. OK? Et les buildings sont faits de pièces qui ont été raboutées par-dessus, les voitures aussi, parce que c'est ce qu'ils appelait le rétrofitting. C'est que tu prends des affaires anciennes, tu les plaques par-dessus ce qui est nouveau parce que ça ne fonctionne plus. Un peu comme à Cuba, avec les voitures qui sont obligées de restaurer constamment. OK. Fait que là, t'as même pas cette idée-là dans le film. Alors, ça devient difficile d'embarquer dans cet idéalisme, parce que c'est un idéalisme. Et son humanisme est tellement pompeux à la fin, c'est vraiment imbuvable. Tu peux pas acheter cette vision-là de l'humanité, surtout qu'il se place dans un contexte judéo-chrétien très, très précis, parce qu'il dit, oui, faisons l'éloge de l'humanité, de la grande famille humaine qui va protéger les espèces qu'elle veut bien protéger. Tu sais,
t'es vraiment dans l'approche judéo-chrétienne de la Bible, de l'Ancien Testament. Puis là, tu te dis, oui, mais là, franchement... Puis, en plus, c'est comme les riches qui font cet éloge-là. Exactement. Revient sur terre. Ils baptisent l'espoir Francis, il se donne son nom. C'est ça. Oui, en plus, quand tu parles de démiurge, puis de narcissisme... Est-ce que tu penses que pour la direction artistique, là, le côté que le futur a pas l'air assez futuristique, c'est peut-être victime du fait que ça fait comme 30 ans qu'il travaille sur le projet, fait que son idée n'a pas assez évolué, peut-être, tu sais? Bien, c'est là que j'ai un problème. C'est parce que je ne sais pas où me positionner. Je ne sais pas où me positionner. C'est quand même un choix qui est vraiment autoritaire, là. Il a vraiment voulu faire ça. Donc, c'est quoi qu'il essaye de nous dire? C'est pas un manque de moyens, là. C'est ça. Vraiment... Il essaye-tu de nous dire que c'est César qui est rétrograde, le personnage? Ou lui, qui n'a pas poussé plus loin la réflexion sur le futur? C'est-tu le réalisateur ou c'est le personnage qui pousse pas assez loin la réflexion? OK. Fait que c'est là qu'est mon ambiguïté. Puis là, il faudrait que je le revoie. Mais sauf que j'étais tellement triste quand je suis sorti du film. C'est triste de voir un réalisateur de cette ampleur-là prendre une telle débarque. Pour moi, c'est une débarque. Remarque, il y a des gens là, qui l'apprécient pareil, qui réussissent à aller chercher leur compte. Tant mieux, je suis content qu'il y ait des gens qui... Ouais. Mais c'est vraiment un film pas traditionnel aussi. Non, traditionnel, c'est fait pour ça. C'est ça, tu peux pas juste... Tu peux pas juste t'ennuyer dans le film. On dirait qu'il va quand même venir te chercher. C'est hors norme. Puis Adam Driver soutient le film sur ses épaules. Il est quand même solide. C'est la constance dans le film. Parce que, bon sang, s'il n'y avait pas un acteur comme lui, là, je pense qu'on décrocherait même avant ça. Là. Mais ce qui est pénible aussi, c'est de voir certains acteurs faire 3 petits tours puis s'en aller, comme Dustin Hoffman. Je dirais quoi? C'était supposé être James Caan. Moi, d'après moi, James Caan, il aurait refusé. Il y a tellement de tête de cochon, James Caan, que d'après moi, il aurait refusé de jouer un rôle aussi. C'est ça. Puis l'idée de Crassus, le personnage de John Voight qui devient carrément ridicule. C'est ça qu'il veut. Il veut-tu montrer que cette classe-là est ridicule? Mais pour faire ça, ça te prend un contraste. Ça te prendrait quelqu'un d'en bas, comme dans Metropolis. Ce qui me fait dire que Metropolis est un film, même si ça fait 100 ans qu'il a été fait, c'est un film beaucoup plus moderne que Megalopolis. Okay. Ce qui est un peu difficile à dire, là. Même si je dois le dire, mais je trouve ça difficile. Puis, un peu violemment, peut-être, tu le classerais où dans sa filmographie à ce moment-là, Megalopolis? Vers la fin. Il a fait 26 films, Coppola. Il a fait 26 films. 5 films, tantôt, je disais, qui sont probablement des chefs-d'œuvre. Une dizaine de films vraiment marquants. Puis les autres en dents d'ici, mais Megalopolis, là, je le classerais dans probablement 18-19, dans le 19e. Quand même, c'est meilleur, ben, disons, c'est plus achevé que ses premiers films, veux pas, là. Fait que, à ce niveau-là, oui, il y a un certain mérite. Mais comme je vous dis, je ne sais pas. Je ne sais pas, dans 10 ans, quelle lecture on va faire de ce film-là, parce que les événements vont peut-être nous rattraper aussi. Mais je pense que à la base, si tu n'es pas capable de t'attacher aux personnages ou même de les trouver tellement... Tu sais, comme Alex Delarge dans Orange Mécanique, c'est un personnage disgracieux, c'est vraiment un antagoniste, mais tu t'attaches pareil à lui à cause de son sens de l'humour, puis à cause de son autodérision, puis tout ça. C'est ce qui fait que tu es quand même fasciné par le personnage. Ouais. Mais j'étais pas fasciné par César. Je suis pas fasciné par lui pantoute, je le trouve complètement fade comme personnage. Mm-hmm. Je trouve qu'il apporte rien. Sa relation avec Julia, la fille de Cicéro, c'est vain, c'est vide. C'est même des références avec sa femme, c'est flou aussi, pas mal. Ben, ça avec. Puis là, ben, c'est juste comme des références, justement, comme je disais tantôt, des patchs de couleurs qui sont garochés sur l'écran. Mais où est la cohérence dans tout ça? Puis c'est là que j'ai un problème. Il y en a d'autres aussi qui vont dire, oui, ça reflète très bien le chaos qu'on vit actuellement dans notre société, mais c'est pas un film qui se veut... Encore une fois, c'est un film hors norme, mais hors temps. C'est pas un film qui se veut accrocher à la réalité Donald Trump aujourd'hui. Là, par exemple, tu sais. Fait qu'il essaye de faire une œuvre un peu à côté en nous disant, bon, la seule façon d'arriver à survivre comme humanité, ce serait de se rejoindre puis de s'aimer les uns les autres. Ben oui. Il annonce ses couleurs dès le départ en disant une fable aussi. Oui, c'est ça. Ça contextualise déjà que
C'est ça. Mais peut-être que c'est ça aussi, finalement, que ça prend quand même... C'est un bon investissement de temps et d'argent pour dire que plus ça change, plus c'est pareil, finalement. Que c'est pour ça que ça n'a pas l'air progressiste tant que ça, que ça finit avec un message humaniste assez cliché parce qu'on les pense, on les véhicule, mais au final, il n'y a rien qui se met en application tant que ça. Fait que c'est nihiliste à ce moment-là. Ouais, puis tu sais, je pense qu'il y a ce côté-là mégalomane des artistes aussi, là, qui... Tu sais, ils disent souvent que seulement l'art peut changer le monde, puis tu sais, ce côté très c'est naïf. C'est pas un accident, c'est ça, la scène où il dit si c'est une fille, on va l'appeler, je me souviens plus c'est quoi le prénom, puis si c'est un gars, on va l'appeler Francis. Rendu là, il aurait pu faire un clin d'œil à la caméra, quasiment, le personnage de Driver. Moi, ça m'a fait penser à une scène dans Édith et Marcel. Il y en a-tu qui se souviennent d'Édith et Marcel, le film de Claude Lelouch, sur Édith Piaf, puis sa relation avec le boxeur Marcel Cerdan. Puis, à un moment donné, Édith est dans un peu comme ici, dans un studio de radio, mais sauf que tu as la régie, puis tu as un petit studio, le micro est tendu dans les airs, puis la caméra tourne autour d'elle, en 360 sans arrêt, là, autour d'elle, pendant qu'elle parle. Puis l'animateur lui dit « Madame Piaf, vous avez souvent dit que vous sentiez la présence de Dieu quand vous chantez. » Elle dit « Oui, je la sens présentement qui tourne autour de moi. » Tu te dis, tabarouette. Regarde-toi une petite gêne, tu sais, le réalisateur qui se compare à Dieu, c'est exactement ce que Coppola fait dans ce film-là. Puis je pense que il se passe quelque chose, je pense, quand les gens atteignent 80 ans. Regarde Spielberg avec Fableman. Il retourne. Fableman est une réussite, là. Hein, on s'entend comparé à ça, là, surtout. Mais Fableman est quand même un retour dans le temps où Spielberg réévalue sa vie à travers le prisme de son adolescence. Coppola réévalue sa vie à travers le prisme de l'humanité. Ça manque pas d'envergure. Mais le problème, c'est que c'est comme si tu veux absolument qu'il y ait quelque chose d'autre après. Tu peux pas accepter, quand tu t'approches comme ça de la mort, tu peux pas accepter qu'il n'y ait rien. C'est tellement absurde. Mais il y a une forme d'absurdité dans le film aussi. Il dit qu'il peut contrôler le temps, mais il ne peut pas l'empêcher de se retourner contre lui. Le temps se retourne contre les personnages. Oui. Et le temps se retourne contre toi parce que tu vas mourir puis le temps va continuer. Et en même temps, le temps, il est pas... c'est malléable. Hein? On le sait maintenant que le temps, c'est malléable. On sait que c'est pas 1, 2, 3. On sait que des fois, ça peut être 1, 2, 3. Tu sais, ça dépend à quelle vitesse tu vas. Et il y a ça aussi dans le film, la relation avec la lumière. Fait que, c'est pour ça que je vous dis que je suis ambivalent. Ma première réaction, c'est « je suis triste ». Mais mon autre réaction, c'est de dire « soyons prudents parce qu'on ne sait pas quelle position il va pouvoir obtenir plus tard. » Comment dans le temps, il sera jugé. Oui, voilà, exactement. Exact. Pour le moment, on sait que ça ne fonctionne pas, ça ne rejoint pas un public. Non, c'est normal parce que des films aussi hors normes que ça ne vont pas rejoindre le grand public, c'est certain. Là. Ouais. Excellent. En tout cas, merci. Vraiment pour cette belle conversation, vraiment intéressante. Puis, on sait-tu s'il va y avoir un autre film, Coppola? Y a-tu annoncé quelque chose? Ça serait le fun qu'il y ait d'autres choses, que ce soit pas son chant du cygne. Mais... Ça peut être son testament sans être son chant du cygne. Ce serait le fun qu'il fasse d'autres choses, qu'il fasse un film. Peut-être retourner à quelque chose comme The Rain People, qui est un film très simple. Tu sais, avec James Caan, c'était un des premiers films de James Caan. Ou un Marvel, pourquoi il donner? Ouais, on imagine Coppola en train de faire un Marvel après tout ce qu'il a dit contre eux autres. Mais non, je pense qu'il y a peut-être encore un film en lui, mais considérer que ça fait 15 ans qu'il a fait, 12-13 ans qu'il a fait son dernier film. S'il en fait un autre, dans 10 ans, il va être rendu à 93. Clint Eastwood est en train de faire ça. Oui, c'est peut-être possible. Mais Clint Eastwood, c'est que lui, il a son rythme de 1 par année. Puis Ridley Scott, vous voyez, on parlait de Ridley Scott tantôt. Il est aux 10 mois. Il y a une frénésie de tournage parce qu'il a peur de mourir aussi. C'est ça, là. Non seulement ça, mais c'est des gros projets. Tu sais, Eastwood, ça reste dans l'intimité, mais c'est pas des drames de cuisine. Là. Mais je me demande si Coppola ne sera pas aigri de tout ça aussi. Y a-t-il toujours cette étiquette-là d'artiste incompris? Je ne sais pas comment il vit cet échec-là. Je pense qu'il est au-dessus de tout ça. Il est vraiment au-dessus de tout ça. Il a fait le film qu'il voulait faire. Il l'a fait avec son argent. Ça ne marche pas. Tant pis pour vous autres. Pas tant pis pour lui.
lui, il va se revirer de bord encore. Il n'est pas en banqueroute non plus. Parce que oui, il y a ça, mais il y a le restaurant aussi à San Francisco dont il est encore propriétaire. Les bureaux de Zoetrope sont en haut du restaurant. C'est une bonne table ou c'est comme un... Ah, c'est une très, très bonne table. Ben, surtout avec les vins. Ah, c'est ça, OK, ça allait de pair. Oui, c'est un restaurant à 5 étoiles. Là. C'est vraiment une grosse affaire. Puis il y a un bar, tu sais. Fait que c'est un très, très beau restaurant. Puis c'est au centre de San Francisco. Fait que, puis il y a des propriétés aussi. Et il y a des bars aussi. Il y avait des bars dans Lucasfilm. C'est ça, oui, ça l'a pas mis à la rue. Là, non. Quand Star Wars est sorti, Coppola, il a reçu des parts. Il faisait partie des points que Lucas y avait donné pour avoir financé American. Parce que si Lucas n'avait pas fait American Graffiti, il n'aurait pas pu faire Star Wars. Mm-hmm. Fait que, tu sais, tout ça s'enchaîne, s'entraide. Peut-être pour finir, justement, tu le places où, Coppola, en général, dans toi, tes cinéastes favoris? Je sais que tu as travaillé beaucoup dessus, tu as écrit, mais est-ce que c'est ton number one? Ou c'est-tu Spielberg, ton préf? Ou c'est dur à départager? Dans les réalisateurs vivants, ouais, OK. c'est toujours Scorsese, à mon sens. Spielberg arrive bon deuxième. Avant, il y avait De Palma, qui supposément prépare un autre film présentement. Coppola faisait partie des 5-6 premiers avec Kubrick. Mais c'est sûr que Kubrick, là, il est en haut des grands maîtres là, avec Orson Welles puis Alfred Hitchcock. Mais là, on est dans une autre série de cinéastes. Récemment, Christopher Nolan commence à monter vraiment en haut du panthéon, disons. C'est un cinéaste que j'adore aussi. On parlait de Jeff Nichols tantôt, c'est aussi un cinéaste que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il n'a pas manqué un film à date. Puis il y a toujours de quoi à dire de surprenant. Fait que c'est dans mes réalisateurs. J'aimais beaucoup Bertrand Tavernier aussi. Ça m'a rendu très triste quand il est décédé aussi. Parce que c'est un des très, très grands cinéastes français. Puis Antonioni, quand on tombe dans les grands, là, Antonioni, c'est un autre grand cinéaste. Fait que Coppola, il est encore là. Tu sais, c'est pas un film qui va détruire toute son œuvre, n'est-ce pas? Je pense pas que ça va diminuer son impact dans l'histoire du cinéma. C'est juste qu'on espérait que ça se termine sur une meilleure note. C'est pour ça que j'aimerais ça qu'il fasse un autre petit film. Puis que, ça serait quand même beau, ça. C'est ça, plus ils sont tous indépendants, mais plus petit, plus minimaliste, mais un wow. Là, plus ramassé, filmé. Il a fait ça d'ailleurs. Il a filmé à un moment donné une pièce de théâtre qui est en évolution. Ça n'a pas abouti non plus, ce projet-là, mais il a fait ça au courant des années 2010. Là. Fait que, tu sais, il est encore, je pense, il y a encore une énergie créative. Puis on le voit quand il parle du projet, quand on voit qu'il est très affaibli physiquement. Ça c'est clair. Là, c'est plus le bout en train qui était dans les années 90. Mais c'est encore une force créative importante. Puis je pense que le film est quand même apprécié par certains qui ont des choses, des fois, intéressantes à dire sur, par exemple, la différence de jeu entre les acteurs dans le film. Il y a des acteurs qui essayent de jouer de façon plus réaliste, puis c'est contrecarré soit par des bouffonneries ou par un niveau de jeu qui est très artificiel, qui est presque breckien. Fait que c'est ça, là. Il y a beaucoup de choses à déchiffrer, je pense. Mm-hmm. Puis le film mérite un deuxième visionnement, mais pas tout de suite. Et moi, j'invite les gens, si vous voulez découvrir le personnage de Coppola, un des meilleurs documentaires sur le cinéma, c'est Hearts of Darkness, qui raconte le tournage d'Apocalypse Now. Je pense que c'est même meilleur peut-être qu'Apocalypse Now. C'est hallucinant. Les sections supplémentaires de Bram Stoker Dracula sont vraiment exceptionnelles. On apprend énormément de choses. J'avais acheté le gros vidéodisque à l'époque et il y avait des sections là-dessus que j'ai déjà utilisées dans mes cours de cinéma. Il y avait une scène où tu avais des différentes prises. Puis tu pouvais les monter dans un ordre différent. Fait que j'utilisais ça comme exercice de montage dans mes cours de cinéma. Tu sais, c'est le fun de monter un film de Coppola. C'est pas plate. Et si les gens veulent te lire, rappelle-nous les titres de tes deux livres, de tes deux essais. Oui, le premier, c'est Frankenstein lui a échappé, les tourments cinématographiques d'un mythe moderne. Et l'autre, il vient de sortir, c'est Vision robotique et extraterrestre, la xénopsie, le terme que j'ai inventé, la xénopsie dans le cinéma de SF américain. Excellent. Génial. Toutes les deux chez l'Instant même. Merci beaucoup, André Caron. Ça fait plaisir. Oui, et on va remettre ça pour un autre cinéaste légendaire. Là. Si De Palma sort de quoi, ça pourrait être très, très intéressant. En effet, on pourrait faire le point sur sa carrière. ça aussi, ça serait intéressant. Génial. Fait que Megalopolis aussi est encore en salle
Encore en salle là, au moment où on sort Hâtez-vous. cet épisode-là, mais oui, hâtez-vous, voilà.